Bonjour tout le monde et bienvenue dans Une patte dans la psychomote, le podcast 100% dédié à la médiation animale. Pour ce deuxième épisode, nous proposons de découvrir le parcours d'une psychomotricienne diplômée d'État, Chloé Noble, qui a fait de la médiation animale une pratique essentielle dans sa profession. Dans un premier temps, nous verrons l'élaboration du projet professionnel de Chloé, puis son orientation vers la médiation animale et les expériences marquantes de sa carrière. Enfin, nous parlerons de la place de cette médiation dans sa vie à la fois personnelle et professionnelle. Installez-vous confortablement et c'est parti pour 10 minutes de médiation animale. Bonne écoute à vous. Comment est-ce que t'en es venue toi à la psychomote ? Qu'est-ce qui t'a amené un peu dans le métier. Ouais. Alors, je partais d'abord sur socio-esthéticienne, donc rien à voir. Je ne peux pas dire ça, c'est dans les hôpitaux en fait, c'est esthéticienne auprès des personnes qui ont eu des cancers, qui se retrouvent en fait avec un schéma corporel qui n'est plus le même, une apparence changée, et du coup le but pour moi c'était de leur apporter un peu de confiance dans leur apparence. Et finalement en fait, mes parents ne voulaient pas me laisser partir en études esthétique. Donc je suis passée en bac général, je savais pas quoi faire. Arrivée en première, j'ai une copine qui m'a parlé du métier de psychomote, parce qu'elle a été à un forum et elle a rencontré une psychomote qui lui a dit qu'elle passait sa journée à jouer. Je me suis dit génial. Du coup j'ai rencontré une psychomotricienne, elle m'a proposé de faire un stage, donc j'ai fait un stage de 3 jours. Là j'ai vu qu'elle passait sa journée à jouer avec des enfants et je me suis dit waouh, mais c'est ça que je veux faire. Donc dans la réalité c'est pas comme ça, hein. On passe pas notre journée à jouer, mais voilà, donc je suis partie en études du coup après le bac, donc j'ai fait un bac ST2S, ensuite j'ai fait une première prépa dans une école qui avait 0% de réussite au concours. Je n'ai pas eu mon concours. Donc j'ai fait une deuxième prépa, celle de l'ISRP à Paris, et j'ai eu tous les ISRP, donc là je suis rentrée à Vichy, j'ai été la première promo de Vichy, et puis voilà, 2021 diplôme. Super. Qu'est-ce qui t'a amené à arriver sur la médiation animale du coup dans ton parcours ? Et c'est les PEA de Vichy qu'il fallait trouver une thématique, et c'est vrai que j'aimais bien les animaux. Après, je sais pas en fait, je me souviens plus comment ça m'est venu. Je sais que je voulais me lancer dans les animaux, donc avec d'autres étudiantes, on a créé le PEA médiation animale. On a commencé à faire nos actions la première année. Et la deuxième année, en fait, on devait intervenir auprès d'enfants HPI pour la gestion des émotions. En cabinet de psychologie, on devait intervenir auprès de la SPA de Bloja et on devait faire une troisième intervention, je ne sais plus laquelle. Et en fait, le Covid nous a arrêtés, donc on n'a rien pu faire. Et c'est là que le confinement est arrivé et je me suis dit, mais toutes mes interventions avec ma chienne sont annulées, pourquoi ne pas mettre en place de la médiation canine dans l'EHPAD ? Dans le sens où les résidents se retrouvent enfermés, confinés en chambre, qui ne peuvent plus voir l'extérieur, je vais amener l'extérieur à l'intérieur. Ma directrice était super partante sur le projet. En 3 jours, on a pu obtenir toutes les autorisations et du coup, j'ai pu venir avec ma chienne en EHPAD pendant le confinement. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu ton statut et tes activités comment est-ce que tu exerces en tant que professionnelle ? Alors du coup, je suis en libéral depuis mon diplôme. J'ai ouvert mon cabinet, 3 jours par semaine, et en EHPAD, l'EHPAD qui m'avait pris en apprentissage, j'ai continué et j'y suis 2 jours par semaine. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être l'expérience la plus marquante que tu as pu vivre en médiation animale Le décès d'une résidente. J'ai accompagné en médiation canine avec ma chienne une résidente. C'était vraiment le but, c'était de la rééducation motrice. Elle avait fait un AVC et du coup elle était hémiplégique et elle avait vraiment cette volonté dure comme fer de remarcher correctement avec ses 2 jambes. Elle était persuadée qu'elle pourrait un jour, donc bon, voilà, le personnel médical soignant savait que ça n'allait pas être possible, mais comme elle avait cette volonté, on l'a continué à la faire travailler le plus possible au niveau moteur. Et puis en fait un jour pendant le confinement, j'ai dû lui apprendre le décès de son fils qui était décédé d'un cancer, et puis à partir de ce moment-là, elle a décidé de totalement arrêter, que c'était à elle de mourir. Donc elle s'est totalement abattue, elle a arrêté de vivre, elle s'est enfermée en chambre et du jour au lendemain elle a complètement régressé. Donc nos objectifs de médiation animale ont complètement changé. Le but c'était de l'accompagner dans son choix et de passer quand même des bons moments affectifs, relationnels, communicatifs, voilà, de pouvoir câliner le chien, le brosser, maintenir un minimum de praxis. Et un jour pas fait comme un autre, j'ai senti que c'était aujourd'hui que je vais aller la voir et pas attendre demain. Et on y a été, et je suis bien contente d'y être allée parce que le lendemain,
elle était plus là. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué, parce que non seulement j'étais que étudiante encore à ce moment-là, donc c'était le premier décès que je vivais affectivement parlant dans l'EHPAD. Et en plus de ça, c'était accompagné de ma chienne et j'ai eu vraiment l'impression d'avoir pu participer, adoucir sa fin de vie, mais en même temps, moi ça m'avait marqué aussi psychologiquement de me dire waouh, j'ai fait ça, mais c'est super dur en fait à vivre. Je comprends. Du coup, par rapport à ce qu'on a pu voir sur aussi le document board qu'on a préparé, c'est quoi un peu tes projets dans le futur? J'ai vu que tu évoquais un peu ce qui était littératie, etc. Comment tu te projettes? Du coup, j'ai acheté récemment mon cheval, ça fait même pas un mois. Félicitations. Merci. Et je suis en train de le former en fait. Donc je me suis entourée de cavaliers professionnels, une cavalière qui travaille dans le cinéma et qui dresse les chevaux pour le cinéma. Donc finalement des chevaux qui savent très bien écouter au doigt et à l'œil. Donc là, on est en train de commencer une phase de désensibilisation parce qu'un cheval qui va rentrer en EHPAD, il faut qu'il n'ait peur de rien et qu'il soit capable vraiment de m'écouter et que je sois en fait, les chevaux, voilà, dans leur habitude de vie, ils vivent en groupe et il y a un dominant et c'est le dominant qui dit si oui il faut s'inquiéter ou oui ou non il ne faut pas s'inquiéter. Donc l'objectif c'est qu'ils me prennent pour sa dominante et que ce soit moi qui dise là tu restes calme tout du long, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est moi qui guette, c'est moi qui suis attentive à l'environnement, toi tu m'écoutes juste. Donc on est en train de tout désensibiliser au bruit, au toucher, à tout ce qui bouge, à tout ce qui... Voilà. Ça va prendre du temps parce qu'il va... Enfin voilà, un simple fauteuil roulant ça peut paraître bête mais ils en ont jamais vu de base dans leur nature. Donc voilà, on part sur ce travail-là. Moi je vais partir en formation aussi en mai-juin pour en apprendre plus sur la théorie de comment accompagner le cheval dans cette médiation. Après, je pense que les études de psychomote nous en apportent suffisamment autour du public. Donc voilà. Et du coup, pour la formation d'équithérapeute, c'est quoi un peu les prérequis? Il y a un niveau à cheval? Du coup, il y a plein de formations qui existent et il faut savoir qu'il n'y en a vraiment aucune qui n'est reconnue par l'État. Il y a l'organisme de formation Agatha qui fait le statut chargé de projet en médiation animale. C'est le seul statut reconnu par l'État, mais finalement, c'est pas un diplôme qui nous apprend vraiment à utiliser le cheval et à l'accompagner dans toute structure. Il n'y a pas vraiment de diplôme à ce sujet, c'est plus des petites formations par-ci par-là. Okay. Donc là j'ai retrouvé une formation par l'Institut français de zoothérapie qui justement forme autour de la médiation équine. Donc je vais plutôt m'orienter sur ça. La FFE aussi fait une formation sur 16 mois sur la médiation équine et vraiment c'est quelque chose de très large et très complet mais ça n'a pas de valeur auprès de l'ESA. Voilà, donc c'est pas encore quelque chose qui est vraiment reconnu et qui a un vrai statut et qui est très réglementé. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, d'un point de vue à la fois pro et perso, d'avoir les animaux autour de toi au quotidien? C'est hyper épanouissant en fait, j'ai pas toujours l'impression de travailler. J'ai plutôt l'impression, c'est pas une impression de travail finalement, c'est juste une impression de faire du bien, de faire plaisir, de me faire plaisir aussi à moi aussi et puis... Oui, c'est super épanouissant et riche comme expérience au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau social. Ça permet de faire énormément de rencontres et de montrer une certaine facette de notre métier qui n'est pas forcément connue. Déjà que notre métier n'est pas vraiment connu. Donc c'est vrai que quand on accompagne, quand on vient accompagner d'un chien, d'un cheval, on se dit mais c'est quoi son métier à celle-là? Ouais, c'est sûr. Donc c'est là, c'est toujours sympa d'expliquer, de montrer. Voilà. Okay. Est-ce que ça demande une organisation ou un travail supplémentaire d'être avec les animaux? Oui, quand même, parce qu'il faut toujours s'adapter à eux, toujours être, veiller à leurs besoins. Ma chienne, quand je l'emmenais en EHPAD, c'était elle qui décidait si oui ou non elle voulait rentrer dans une jambe, oui ou non elle avait envie de se faire caresser, oui ou non elle avait envie de travailler ou pas. Donc il y avait des temps où elle avait besoin de se défouler, de juste rien faire, de juste dormir un peu. D'autres moments où elle avait envie d'y aller. Donc il faut vraiment broder en fonction de l'animal et pas en fonction de notre planning à nous. Oui, parce que du coup sa place c'est pas celle d'objets de soins, mais de personnes à part entière. C'est ça, totalement. Dans le suivi. Totalement. Et du coup, la petite question pour la fin, qu'on aime bien garder, comment est-ce que toi tu définirais la médiation animale? Pour moi, la médiation animale, c'est un outil dans notre rééducation, outil vivant, bien évidemment, donc il n'est pas simplement objet, cet animal, c'est un être vivant qui nous accompagne et qui permet en fait vraiment de faire le lien entre le patient et nous et de travailler vraiment notre relation thérapeutique. Pour moi, c'est... J'ai perdu mon mot. On est un binôme, on est une dualité qui permet vraiment de ne faire qu'un avec le patient et de lui donner confiance en lui, de donner confiance en nous et de l'investir, de le rendre acteur de sa rééducation.
Voilà, comme on a pu le voir aujourd'hui quand on faisait notre parcours, finalement ils sont plus préoccupés par tenir l'animal, s'occuper de l'animal que sur leur équilibre, leur coordination. Donc en fait ça permet d'adoucir la rééducation, de ne pas être focalisé sur ce qu'on fait, de ne pas avoir peur de ce qu'on fait, et ça rend confiant la personne dans ce qu'elle est en train de faire. Ok, super. Enfin, moi c'est comme ça que je le perçois. Merci de ton temps et puis... Avec plaisir. Merci Chloé, c'est la fin de ce podcast sur cette profession et donc sur la médiation animale. On espère qu'il vous aura plu. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Instagram Une patte dans la psychomote. Et on vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures psychomotrices.